Du coup, merci à toutes et à tous d'être venus à cette introduction au container. Donc, globalement, comment est-ce qu'on va s'organiser? D'abord, on va voir qu'est-ce que c'est un container. Ensuite, Docker. Comment est-ce que ça s'interface avec les containers? Pourquoi est-ce que c'est cool d'en faire? Une démo pour vous montrer comment ça peut vous aider dans votre travail. Et enfin, les pizzas et les boissons habituelles. D'abord, qui je suis? Je suis ingénieur cloud chez Continental. On travaille sur un projet pour partager des voitures avec une infra cloud et des parties embarquées. Et globalement, on va utiliser Docker dans tout notre cycle de développement et également en production. Donc Docker et Kubernetes tous les jours. Et c'est pour ça que je vous présente ça aujourd'hui. Et sinon, dans mon temps libre, je développe des projets web et je fais de l'open source. Voilà. C'est parti pour les containers. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça container déjà? Globalement parce que un container, ça va permettre d'être isolé et d'isoler des applications les unes des autres. Et votre application, elle va avoir l'impression d'être seule sur sa machine. Et s'il y a des besoins différents entre différents applicatifs, un qui tourne sous un Debian, un autre sous Ubuntu, vous allez pouvoir les faire tourner côte à côte sur la même machine et de manière isolée. Et globalement, container, ça vient aussi de là. Si on le représente tout le temps par une boîte, c'est parce que vous avez ces boîtes qui ont une interface standard. Et qu'importe son contenu, vous allez les administrer et les gérer de la même manière. On pourrait faire une analogie en disant que un container, c'est une machine virtuelle très légère, même si c'est une simplification grossière. Très légère, ça veut dire que sur un ordinateur de bureau, vous allez pouvoir en faire tourner une vingtaine, alors que faire tourner une vingtaine de machines virtuelles sur votre ordi, plus compliqué. Cette différence, donc une VM, on le voit après, mais c'est un peu plus isolé. Et c'est parce qu'il y a légèrement moins d'isolation entre si on compare une machine virtuelle et un container, que vous pouvez en faire tourner plus. Le principal point, c'est que ça utilise le même noyau que la machine hôte, et il ne va pas y avoir un noyau par machine virtuelle. Et donc, ça utilise des mécanismes du noyau pour s'isoler du reste. On y reviendra après. Et là, c'est un peu plus Docker que les containers, mais vous allez pouvoir créer des images qui vont s'échanger de manière standard, et ça va vous permettre de faire migrer votre application. On y revient après. Revenons un peu sur cette comparaison VM-container. Donc, un container, ça va vraiment être au niveau applicatif. Donc, vous allez avoir votre machine, votre OS par-dessus, un démon Docker, enfin un démon de containerisation, qui va faire tourner vos applicatifs, qui partagent un même noyau, donc. Contrairement aux VM, qui vont plutôt être au niveau de l'infrastructure, avec vos machines, un hyperviseur et directement les OS et un noyau par machine virtuelle. L'isolation sera maximale sur des VM et un peu moins sur des containers. Donc, container, Docker, on a tendance à les confondre parce que Docker est le moyen le plus simple et le plus populaire pour interagir avec des containers. Globalement, qu'est-ce que ça va être Docker? Le slogan peut vous rappeler le Java en son temps. Globalement, ça va vous fournir des outils et une plateforme bien intégrée pour gérer de manière très simple les containers. Vous allez pouvoir mettre vos applications dans des containers, les distribuer entre vos équipes, vos environnements, et les déployer avec très peu de commandes. Ces trois commandes, enfin c'est très simple. Docker build, vous créez... On va dire, on y revient après, mais on va dire vous créez de quoi faire des containers. Ça sera détaillé ensuite. Docker pull, vous récupérez des containers qui ont été construits par les autres. Et Docker run, vous instanciez ce container et vous le faites fonctionner. Donc, si on vient en détail sur ces trois actions, build, donc les images Docker. Qu'est-ce que ça va être une image Docker? Ça va être un ensemble de fichiers et des métadonnées qui vont décrire quel processus doit être lancé dans le container. Globalement, on pourrait faire une analogie en disant que une image de Docker, c'est une classe,
et que le container, ça va être une instantiation. Et donc, à partir d'une même classe, vous allez pouvoir avoir plusieurs instantiations. À partir d'une image Docker, vous pouvez avoir plusieurs containers qui tournent en parallèle, notamment. Comment est-ce que vous décrivez cette image dans un Dockerfile, qui est un fichier, qui est un format de description où vous allez, à partir d'une couche de base, donc que vous avez pu récupérer ou que vous pouvez construire, rajouter des fichiers, exécuter des commandes, et voilà. En termes de fonctionnement, et c'est un aussi des succès de Docker et pourquoi ça peut être assez léger, vous avez, ça va être un empilement. C'est-à-dire qu'une couche, si vous faites 2 images, il ne va pas y avoir chaque image avec sa couche. Elles vont être partagées. La couche va être partagée entre les différentes images et une image va être un empilement de couches. Ce qui permet d'être moins consommateur en espace, tout simplement. Ship. Donc, une fois que vous avez construit votre image, elle tourne, elle est disponible sur votre poste local et vous souhaitez la partager. Pourquoi ? Pour que votre collègue l'utilise, pour que votre environnement de test l'utilise, pour que votre production tourne avec l'image que vous avez créée. Et donc, pour ça, c'est un Docker Registry. Qu'est-ce que ça va être, un Docker Registry ? Ça va être une bibliothèque dans laquelle vous pouvez stocker les images que vous avez créées. Ça peut être soit public, la plus connue étant le Docker Hub, soit privé, donc pour stocker vos images d'entreprise, c'est très courant. Et donc ça, ce registry, il est extrêmement bien intégré avec Docker, qui va automatiquement récupérer les couches et les images quand vous lui demandez. On reviendra après sur le Docker Hub, qui est une grande part du succès de Docker. Et enfin, donc vous avez construit votre image, vous l'avez mise à un endroit à disposition de vos collègues ou de la communauté open source. Maintenant, vous voulez la faire tourner. Donc, pour revenir sur l'analogie, vous voulez instancier votre classe. Ça va être le Docker Run qui va permettre de créer votre container. Le principe, qu'est-ce qui se passe derrière ? Vous allez avoir un démon qui tourne. Il récupère une image sur la bibliothèque où vous l'avez stocké. Il va créer ce container, lancer le processus spécifié. Comme je vous ai dit, une image, c'est des couches, mais qui sont accessibles que en... Enfin, comment dire ? Bon, on reprend. Non, c'est des couches. Et pour que votre container fonctionne, c'est-à-dire qu'il puisse lire et écrire, créer des fichiers temporaires s'il a besoin, par exemple, le démon va créer une couche dans laquelle vous allez pouvoir lire et écrire. Un container, c'est super s'il est isolé, mais on ne fait pas des services pour qu'il serve à rien. Donc, il va y avoir une interface réseau pour qu'il soit ouvert sur l'extérieur. Et enfin, tout ce qui est la sortie standard ou les erreurs sont récupérées et accessibles via le démon Docker. Tout ça, c'est juste une seule commande, c'est Docker Run. Et c'est vraiment ça la force de Docker, c'est sa simplicité d'utilisation. Là, 3 commandes, 3 actions, et ça y est, vous avez votre container qui va tourner. Et c'est pour ça que c'est un succès. Docker n'a pas inventé les containers, mais il a rendu leur utilisation tellement simple que les gens ont tendance à le confondre et que c'est devenu très proche synonyme. Alors, ça, c'est l'utilisation. Après, sur quoi est-ce que ça va se baser l'isolation fournie par Docker ? Mais en fait, c'est pas quelque chose qui vient de naître, c'est quelque chose qui est dans le noyau depuis un certain moment, avec les premiers prototypes d'isolation dans les début des années 2000. Et vraiment, les cgroups, c'est les namespaces. Cgroups, c'est pour limiter les ressources affectées à un container. Namespace, c'est pour faire de l'isolation au sein du noyau Linux. Et donc, c'est sur ces 2 mécanismes que vont se baser les containers. Pardon. Et donc, en 2013, l'évolution de ça, Docker. C'était rapide. Pourquoi est-ce que faire des containers, ça peut vous être utile ? Pour pas mal de raisons, en fait. Donc, globalement, comme Docker est un espèce de standard de facto,
vous allez pouvoir facilement automatiser toutes les actions autour, c'est-à-dire qu'il présente une interface pour faire des actions complexes. Et à partir de ça, vous avez, comme je l'ai dit, quelques commandes et beaucoup d'actions qui sont faites derrière sans que vous ayez besoin de les gérer. Donc ça simplifie votre automatisation. Portable, à partir du moment où vous avez tout un écosystème bien intégré, vous allez pouvoir créer votre machine, donc votre image, et la partager facilement. Il va suffire d'avoir un Docker qui tourne sur votre machine et vous allez pouvoir utiliser l'image. Modulo les architectures CPU, mais globalement, bref, globalement 64 bits sur Intel ou AMD, bref. En production, on a cet intérêt de faciliter la densification. Un Docker, c'est très léger. Comparé au processus qui fait tourner, c'est un petit supplément de 10 mégas à peu près de consommation de mémoire. Donc sur une machine, vous allez pouvoir en mettre énormément. Ce qui fait que ça va être beaucoup plus simple d'avoir une meilleure utilisation de vos machines. Imaginons le cas très simple, si vous aviez un applicatif qui avait besoin de certaines librairies très spécifiques qui rendaient incompatibles les autres logiciels à côté. On peut penser à ce que vous voulez. Vous étiez obligé de faire une machine virtuelle, ou une machine virtuelle, on va dire, pour ce processus, et vous n'en mettez pas tant que ça sur une machine physique. Là, vous faites votre Docker, vous mettez les librairies dont il a besoin, vous le faites tourner sur la même machine que les autres, et vous pouvez en faire tourner d'autres à côté. Et vous n'avez plus ce besoin de faire tourner spécifiquement un noyau et un OS pour votre applicatif. Scalabilité, pourquoi? Parce que ça démarre beaucoup plus rapidement qu'une VM grâce à sa légèreté. Donc en quelques secondes, on va dire, vous allez pouvoir faire démarrer votre process et qu'il soit disponible. Ce qui va permettre de s'adapter beaucoup plus simplement aux pics de charge dans votre application. Et donc, en termes de services minimaux, on ne va pas dire microservices, donc c'est ultra léger, je l'ai dit beaucoup de fois. Et donc la meilleure façon de faire, comme vous n'avez plus besoin vraiment de tasser votre VM avec plein de processus pour optimiser vos ressources, vous allez pouvoir vous permettre de faire un container qui fait une chose, faire tourner votre applicatif, et que ça. Et si vous avez d'autres besoins applicatifs, vous créez d'autres containers et vous les faites tourner à côté. Donc l'approche un peu Unix, quoi. Une chose, un container fait une chose et la fait bien. Et enfin, alors plus approche DevOps, à partir du moment où vous avez Docker, donc qui est un peu standard, vous allez pouvoir créer vos artefacts. Ensuite, vous y touchez plus et vous les promulguez entre les différents environnements. Donc vous allez avoir sur votre poste de dev, ensuite vous avez votre environnement de test, de certification et de production, qui vont avoir les mêmes artefacts qui n'auront pas été modifiés. Et ça, c'est bien. Non, du coup, c'est très facile à intégrer dans votre processus de CI/CD. J'ai loupé des trucs au début. Bon, donc du coup, ce qui fait le succès de Docker, c'est sa simplicité, mais c'est aussi tout l'écosystème qui va avec. Tout ça est contrôlé par la même société, Docker Inc., on va dire, même si une bonne partie a été rendue open source. Et donc ça fait qu'on a un vrai écosystème avec des outils qui s'intègrent très bien entre eux et qui rendent une bonne expérience développeur en termes d'utilisation. Donc quelques outils, donc vous avez le Docker Engine qui est le démon là, dont on parle depuis tout à l'heure, qui va s'occuper de gérer les containers. Docker Compose, qu'on aura l'occasion de voir dans la démo, et qui va permettre de faire très simplement sur votre ordinateur tourner des applications multi-containers. Docker Machine, pour faire tourner Docker dans des VM plutôt à destination des utilisateurs de Windows. Le Registry, donc, qui est une brique open source pour stocker vos containers en privé. Et Docker Swarm, qui est un outil de castration qui a un peu perdu de l'attraction ces dernières années.
une des vraies forces de Docker, du coup, c'est le Docker Hub. C'est sa bibliothèque dans laquelle vous allez pouvoir trouver énormément d'images déjà faites. Vous avez les images library, les officielles, celles qui ont été créées par Docker à partir de projets open source, qui sont maintenues par Docker. Quand je dis Docker, là, c'est l'entreprise. Et qui sont parfois légèrement adaptées pour mieux tourner dans un environnement de containerisation. Mais celles-là, vous pouvez avoir confiance et les faire tourner en production. Il y a aussi la partie communauté, c'est-à-dire que n'importe quel projet open source ou individu peut pousser des images et les mettre à disposition de tout le monde. Et là, l'utilisation est soumise à une analyse de risque, on va dire. Non, mais bon. Il y a eu des grosses lignes sur il y a des malwares, il n'y a pas des malwares. Il faut regarder ce qu'on fait et regarder ce qu'il y a dedans. Voilà. L'orchestration, on ne peut pas passer aujourd'hui à côté de l'orchestration. L'orchestration, c'est quand vous allez avoir beaucoup de machines et beaucoup de containers à faire tourner. Vous ne voulez pas vous occuper spécifiquement du placement optimal de chaque container. Vous ne voulez pas vous occuper de la couche réseau entre les containers, parce que c'est fastidieux. Et donc ça, vous allez le déléguer à un orchestrateur. Il y en a différents ici. Aujourd'hui, le vrai standard, l'orchestrateur le plus répandu qui est en train de devenir un standard de facto, c'est clairement Kubernetes. Chaque année, il y a des intros à Kubernetes, donc je suis sûr que cette année, il y en aura également. Mais s'il y en avait un à retenir, un orchestrateur de container, ça serait Kubernetes, qui est donc un projet initié par Google. Docker, c'est pas seulement 3 mecs dans leur coin qui font des techno cool. C'est reconnu par tous les grands cloud providers comme un standard et quelque chose qui fait gagner de l'argent, globalement. Et donc, ils vont tous proposer des services avec un plus ou moins grand niveau d'abstraction pour faire tourner des Docker en prod. Ça atteste globalement du fait que c'est un succès et que ce n'est pas quelque chose de réservé à un petit groupe. Bon. On part pour quelques démos. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est quelques exemples concrets de comment créer des containers, comment les faire tourner, comment jouer un petit peu avec, et comment vraiment essayer de vous donner quelques pistes pour comment commencer. C'est très très vaste les containers et tout ce qu'on peut faire avec. Donc là, on va rester très basique et montrer les choses qui vont être les plus utiles pour vous demain, par exemple. OK. Hop là. Ah, attendez. Hop là. Yeah! Haute résolution et tout ça. Ouais, c'est bon. Vous voyez bien au fond ou pas? Ok, cool. Du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer un Apache en local. L'image d'Apache, elle a été récupérée auprès du Docker Hub. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous avais dit que c'était très simple de lancer un container. Globalement, on va faire cette commande et on aura un Apache en local. OK, on a les messages de log, et si là, si je l'attaque sur son interface réseau, ça passe, on voit passer la requête, et sur le deuxième terminal juste en dessous, il est là. Vous avez un Apache, et vous le faites tourner en local.
Donc là, on va faire différents trucs rigolos. Docker PS, quels sont les containers qui tournent actuellement sur une machine? Vous en avez un. Le container, donc on a pas mal dit sur faire tourner des applicatifs, mais à partir du moment où c'est une image standardisée que vous allez pouvoir facilement partager, c'est pas mal utilisé pour faire tourner des environnements de compilation. Donc par exemple, vous allez mettre toutes vos dépendances pour builder votre projet à l'intérieur de ce container, et ensuite vous pouvez le partager à tous les membres de votre équipe qui vont pouvoir compiler ultra facilement s'ils ont besoin d'une vieille version d'un compilateur X ou Y. Donc c'est plutôt utile de pouvoir prendre un shell à l'intérieur d'un container qui tourne. Et voilà, là vous êtes dans votre container et vous pouvez faire des trucs. Ah bah oui, un container c'est minimal. Vous n'avez pas toute la couche d'outils que vous retrouvez dans un OS normal. Donc là, j'ai pas curl, j'ai pas wget et j'ai peu de moyens d'interagir avec moi-même. C'est pas grave. Donc on parle d'isolation et je vous ai dit, l'intérêt d'un container, c'est de faire en sorte que le processus il croit être seul sur sa machine. Si je fais un PS, je ne sais pas si vous le voyez bien. La partie en dessous, c'est bon ou pas? Même au fond? Ouais, non, c'est pas bon. Ok. Donc maintenant, c'est en haut. J'ai perdu mon shell. Putain. Oui, ça se coupe de manière à chaque signal Apache. Je supprime l'ancien container et je recrée un nouveau. Ok, c'est reparti. On est dans un nouveau container entier. Je l'ai juste recréé à partir de la même image. L'ancien est perdu. Et là, on est dans un nouveau. Donc, je disais, si je fais un PS, quels sont tous les processus vus à l'intérieur de votre container? Bah, globalement, le bash dans lequel je suis en train de tourner, la commande que je suis en train d'exécuter et les 4 workers Apache. Bon, c'est à peu près tout. Là, le container, je l'ai utilisé. J'en veux plus, donc je le supprime. Bon. Super. Donc là, vous avez un container, il tourne dans son interface réseau. Bon, c'est cool. Enfin, c'est déjà ça, quoi. Et ça n'est pas utilisable. Si vous voulez faire un service, par exemple que cet Apache il réponde à des clients depuis votre machine pour servir votre site web, il va falloir le mapper à votre machine physique. On peut mapper énormément de choses à votre container. Vous pouvez mapper des bouts du système de fichiers, vous allez pouvoir mapper des ports. Et donc là, c'est ce qu'on va voir. Comment faire en sorte que votre Apache il tourne et il soit exposé sur votre machine. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose, la même commande que précédemment, sauf qu'on va rajouter un argument pour dire le port 80 du container, je vais le mapper au port 8000 de la machine. Donc là, on s'attend à ce qu'ensuite, si je fais un curl en localhost 8000, je vois le même hitworks que j'avais avant sur l'interface Docker. Enfin, sur l'interface réseau des containers, pardon. OK. Là, ça se passe en bas. Ah oui, 8000. La requête, elle passe, elle est bien transférée à votre container et vous avez bien le résultat. Donc là, si on était sur une machine exposée sur Internet, votre Apache qui tourne dans votre container sera accessible à vos clients et rendrait service. Je vous ai dit, un container, on peut les faire tourner en même temps sur une même machine. Donc là, la deuxième partie sur les ports, on va faire tourner deux bases de données, l'une à côté de l'autre, chacune sur son port.
et chacune d'une version différente. Donc on reste sur du facile, MySQL, une version 5, une version 8. Et c'est parti. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Hop là. On va lancer un container MySQL. On précise la version. Enfin, ça, c'est l'image qu'on utilise auprès du Docker Hub. J'ai préparé ma démo. Du coup, on ne voit pas l'étape où on la récupère, où il la télécharge et tout ça. Parce que notamment sur un téléphone en 4G, bon, une image telle que MySQL, là, ça va être 300 mégas à pouler à peu près. On va dire qu'on n'a pas suffisamment de temps pour regarder des progress bars sur un terminal. Donc, je l'ai récupéré en avance. Et cette image, on va l'instancier et la créer. Quelque chose qui peut être à regarder. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais lui passer une variable d'environnement. Une image, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir modifier, mais vous avez envie que son comportement, après avoir instancié, soit différent. Et c'est au moyen des variables d'environnement que vous allez pouvoir modifier ce comportement. Donc là, qu'est-ce que ça fait? MySQL, ça ne peut pas démarrer s'il n'y a pas de mot de passe défini pour l'administrateur. Donc là, je lui dis, je veux que le mot de passe, ça soit exemple. Et si je ne le fais pas, je me serais fait jeter. Et là, je vais pouvoir m'y connecter en utilisant le compte administrateur avec le mot de passe exemple. Donc j'en fais tourner un premier. Je fais tourner le deuxième container qui va être un MySQL 8. Également à côté, sauf que là, je mappe le port 3307 de ma machine au 3306. Un process par port, ça ne change pas. Et donc un MySQL 8, même mot de passe. Donc là, vous voyez, c'est démarré, c'est en 5.7. Ici, c'est en train de démarrer. Donc, pour ceux qui ont déjà utilisé des VM, si vous avez des temps de démarrage de votre VM de ce niveau-là, c'est bien pour vous. Donc là, c'est le tout premier lancement. Donc, il y a toute l'initialisation, genre la génération des clés et tout ça. MySQL 8, maintenant, on va interagir avec, tout simplement. Donc là, à partir de ma machine hôte, j'ai le client MySQL déjà installé. Je me connecte à la première. Je rentre le mot de passe que j'ai défini, exemple. Et là, c'est marqué en haut, 5.7. Si je fais un select de la version, je suis en 5.7. Même chose à côté. Je me connecte, mais juste sur l'autre port. Et une MySQL 8. Là, on a deux bases de données qui habituellement ne s'installent pas en même temps. Vous pouvez avoir qu'un binaire de votre applicatif sur votre serveur, mais qui tournent à côté, chacune sur leur port, et avec lesquelles on peut interagir. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a les deux. On a des services, on a des images, on les fait tourner en local. Mais comment dire? C'est super d'avoir un Apache, mais bon là, il sert que la page d'accueil par défaut. Super d'avoir des bases de données, mais ça serait bien d'avoir des applicatifs ou des choses comme ça un peu plus personnalisées, on va dire. Et donc là, c'est le but de la démo 3. Donc, on va rester dans l'idée qu'on peut mapper des grandeurs physiques dans vos containers, pas des grandeurs physiques, des bouts de votre machine peuvent être utilisés par des containers avec des volumes. Le volume, qu'est-ce que c'est? Ça va être la mise à disposition d'une partie de votre file system pour le container. Donc là, l'idée, on reste toujours sur du très simple. On a notre Apache et on va lui dire, sert ces fichiers statiques, cet HTML,
utilise ça au lieu d'avoir la page par défaut, quoi. Du coup, comment on va s'y prendre? Un peu toujours comme, toujours pareil, du Docker Run. On lance un container qu'on appelle step 3. Et là, on lui dit, bah, le dossier local HTML, tu vas le mettre dans ce dossier htdocs du container. Et là, Apache va l'utiliser parce qu'il va croire que ça lui appartient. Le mapping des ports. Et je vous avais dit qu'on peut utiliser différents systèmes d'exploitation. Là, on ne va pas utiliser l'Apache basée sur Debian, qui est fournie par défaut, qui est la version par défaut sur le Docker Hub. On va utiliser celle de la version Alpine. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Alpine, c'est une version, c'est un Linux ultra léger. La totalité d'Alpine, c'est environ 5 mégas à comparer à la petite centaine de mégas d'un Debian, qui va vous permettre d'avoir des images beaucoup plus restreintes, beaucoup plus petites et donc plus simples à stocker. Dans le dossier HTML, il n'y a rien de révolutionnaire. On va avoir un peu de CSS et un fichier statique, quoi, juste pour montrer que ça fonctionne. OK. Et donc là, sur le port 8000, j'ai le site web. Alors, la résolution est géniale. Donc, ça donne ça, normalement. Vous avez votre site web et vous servez la page que vous voulez. Bon. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment créer un container, comment le rendre accessible sur la bonne machine, comment lui passer des fichiers dont il pourrait avoir besoin. Mais à un moment, vous n'allez pas faire que des serveurs et des bases de données, vous aimeriez bien avoir votre applicatif qui contient votre logique métier, qui tourne dans un container parce qu'on vous a dit que c'était cool, et en fait qui rend un service, quoi, et que vous allez pouvoir en faire tourner plusieurs les uns à côté des autres. Donc là, c'est parti. On va passer plus à ce qu'on avait vu dans la partie build. Donc on va construire notre propre image à partir de différentes couches et la faire tourner et l'utiliser. Donc comment ça va se présenter? Globalement, dans notre fichier serveur, on va avoir le même site web statique que la fois d'avant, plus un petit applicatif Node.js qui, ni plus ni moins, écoute sur le port 3000 et répond les fichiers du site web statique si c'est slash et hello avec la date si c'est slash hello. Donc, ouais, d'accord. Serveur. Bref, pas besoin de montrer le super Node.js qui fait ça. Globalement, c'est du Express. Donc, on va créer notre image. Comment est-ce qu'on fait ça? Avec un Dockerfile. Dockerfile ultra basique qui décrit quelles vont être les couches de notre image. Donc, on va partir de l'image Node.js qui va contenir tous les outils nécessaires pour faire tourner une appli Node qu'on a récupéré auprès du Docker Hub. On va lui rajouter tous nos fichiers du répertoire courant. Donc, bon, il y a un peu de déchets, mais il y a au moins le truc serveur. On va installer les dépendances dont on a besoin, donc Express, qui est un serveur pour Node.js, on va dire. Et ensuite, on va le lancer sur le port 3000. Toujours très simple d'utilisation. Crée-moi mon image, notre serveur, en utilisant le Dockerfile du répertoire courant. Il télécharge la dépendance. Et là, on a notre image. Image qu'on peut retrouver si on fait Docker Images.
vous la retrouvez ici. Bon, 600 mégas, c'est cadeau. C'est pas du tout optimisé, il y a plein de choses qu'on pourrait faire de mieux, mais on va dire comme ça passe pour cette démo. Non, mais c'est-à-dire que c'est pas la meilleure image du monde, mais elle rend votre service, vous voyez. Quand vous aurez des besoins quand il y a des besoins plus avancés, vous aurez tout le temps de faire quelque chose de plus raffiné. Mais en attendant, là, dans 2 minutes, mon service, il tourne. Toujours les mêmes commandes de ce qu'on a vu. On lance une image, on la map sur le port 3000. Et là, c'est la référence. Enfin, avant, c'était HTTPD, MySQL. Là, c'est l'image qu'on vient de créer juste ici, la nôtre, quoi. Notre HTML, qui est exactement le même qu'avant, donc on ne va pas aller le voir dans Chrome. Ah oui, j'oublie. Pour ceux du fond. Donc là, on rend un service qui est globalement de dire bonjour et de donner l'heure en Node.js. Mais l'idée est là, on vient de voir comment prendre notre logique métier, la mettre dans un container et la faire tourner. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment créer des containers, comment en utiliser certains créés pour nous, comment leur passer des fichiers, comment les mapper à des ports de notre machine. Et maintenant, on a envie que tout ça, ça marche ensemble, quoi, que notre serveur de front-end, il serve des pages statiques, qui utilise les API qu'on expose et qui utilise le moteur de stockage qu'on a choisi, quoi. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est une basique application avec un Nginx qui stocke des fichiers statiques, qui va faire proxy vers un back-end, qui va compter le nombre de fois qu'il a été appelé. Et cette information de combien de fois j'ai été appelé, il va la stocker dans un Redis. Comme on l'a vu, la bonne pratique, c'est un process par container. Donc là, je me retrouve avec 3 containers, un pour le Redis, un pour le serveur applicatif et un pour le front-end. Du coup, ça fait des applications multi-containers. Est-ce que je vais devoir les lancer à chaque fois avec du Docker Run? Parce qu'on n'a pas vu la partie networking, mais qui peut être un peu plus pénible. Et c'est là où Docker Compose, dont je vous parlais au moment de l'écosystème, rentre en jeu. Docker Compose, c'est un moyen pour d'écrire vos applications multi-containers dans un fichier YAML. Et là, je lui décris qu'est-ce que je veux, ce que je souhaite. Ouais. Donc, un service de back-end qui a besoin de la base de données, l'image de base de données qui est un simple Redis qui utilise Alpine, et enfin l'UI, on regardera les Dockerfiles à la suite, c'est un Nginx auquel, pour des raisons de pratique plus que pour des vrais besoins, je lui donne les fichiers statiques via un volume. C'est pour montrer l'instruction volume. Donc ça permet, si je modifie là maintenant, ça sera immédiatement reproduit dans la démo au lieu de devoir reconstruire l'image, puisque une image, c'est redundant. Tout cela, ils existent et ils sont dans le réseau Docker. Celui-là va être mappé à notre machine et exposé sur le port 8000. Du coup, on va la lancer, c'est parti. On va faire. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Et là, maintenant, on admire. C'est un serveur en Golang, donc on récupère la petite dépendance Golang. On construit l'image. N'importe quoi. On construit le binaire. On le met dans une autre image. On revient après. Dessus. On fait notre Nginx. On lui passe les fichiers de configuration. On lance le Redis. Et c'est parti. Donc là, on a les logs de tous nos containers. On voit le Redis. On voit l'applicatif Golang qui fait son travail. Et si là, maintenant, je vais sur localhost 8000, j'ai mon application.
combien de fois la page a-t-elle été vue? Yes, c'est bon ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, les fichiers statiques sont servis. Bon, il y a une erreur applicative, hein, et c'est de la faute des développeurs, pas des DevOps. Ok. Effet démo, effet démo. Refaire ces démos 15 minutes avant de lancer le meet-up n'est pas la meilleure idée non plus. Ouais. Putain, c'est con. Bon, bah, effet démo, on le fixe en live, allez hop, c'est la fête. On va la jouer safe. Genre, on va mapper le port applicatif à notre machine. Et on va quand même modifier le front-end pour avoir les deux. Donc la facilité d'utilisation, c'est quand même que je vous patch la démo en live. On justifie comme on peut. Ah non, je sais. Les interfaces. Bon, bah du coup, on ne modifie pas la démo. Le page count, il est là. Ouais, non, c'est le Nginx que j'ai pas pris le temps de configurer plus que ça et qui écoute bien que sur 127.0.0. Si je reviens sur les logs, je vois passer, tout mon trafic. Et là, je supprime un des containers parce que... Bah oui, mais en faisant les modifs aussi. Je supprime le container. Donc là, le S c'est pour stop, le F c'est pour force. Parce qu'on est en démo. Donc là, il est bien arrêté. Si je regarde ce qui tourne, il en tourne que 2. Docker Compose permet aussi de voir qu'est-ce qui tourne. Oh. Je ne suis pas concentré. Votre container, votre machin, votre Redis. Et là, je veux le redémarrer. D, c'est pour qu'il me rende la main ensuite, parce que j'ai envie de conserver ce shell. Lance-moi mon back-end. Starting. Et si je reviens, c'est reparti. On peut même rafraîchir, il n'y a pas de hack. C'est pas du JS, je ne sais quoi. On a fait le tour. Un peu court, j'aurais pu être plus verbeux sur certains détails. Ça laissera plein de temps pour les questions, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a vu? Les containers, comment en faire tourner de certains qui ne sont pas à soi, comment les rendre utilisables sur une vraie machine, comment créer les vôtres et comment faire tourner des applications multi-containers. Pour commencer Docker demain, c'est déjà un bon début. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Merci beaucoup. Et en fait, j'ai découvert que pour la prod, des fois, c'était pas toujours non plus le paradis. Et du coup, il fallait pas forcément avoir cette approche, on a toujours cette approche un peu, on fait un conteneur, on met un truc dedans, etc. C'est souvent considéré comme une bonne pratique, et d'ailleurs, moi, le premier, en partant, c'est comme ça que je réfléchis. Et au final, il y a du pour et du contre. Alors, je voulais savoir un peu ton avis là-dessus, savoir si... effectivement, en prod, il faut vraiment garder cette approche-là ou est-ce qu'il faut créer, on va dire, quelque chose voilà, plus en Docker Compose avec peut-être mettre la donnée à part, garder son côté applicatif, je ne sais pas. Voilà. Comment tu vois le truc Clairement, c'est un point d'ailleurs que j'aurais pu préciser dans ma présentation. Pour la gestion le stockage de données,
Docker, comme c'est une image dans laquelle vous ne pouvez pas écrire, si vous supprimez le container, les données ne sont plus là, vous allez être obligé, pour la persistance de données, de faire des volumes, comme on l'a vu. Ouais. Histoire que ça soit stocké sur votre machine haute ou sur un service cloud pour mapper des volumes, quoi, un EFS ou des choses comme ça. Donc pour la gestion de données, en sachant ce qu'on fait, donc en jouable, en faisant des volumes, hein, sinon vous allez perdre les infos. Si là je supprime le Redis dans la démo, mon compteur il va revenir à 0. Donc ouais, pour la gestion de données, ouais. Pour la partie applicative, si votre appli est conçue pour, enfin, Docker c'est pas une finité, c'est un moyen d'atteindre une application stateless et scalable. Moi je dis ouais, clairement. Enfin on en fait, ça marche, ça prend de la charge et ça rend des services. Je suis pas sûr d'avoir bien répondu à la question. Non, c'est juste que je me posais certaines questions, on va dire, bon moi je suis pas tout à fait DevOps, donc je suis développeur, mais je m'intéresse beaucoup à cette question-là de la prod justement pour bien comprendre comment ça se passe après. Et c'est vrai que voilà, quand on démarre là-dedans, on arrive, on fait des conteneurs, tout ça, on ne sait pas trop comment envoyer tout ça après comment l'implémenter, comment ça va être l'architecture, ça va se passer comment. Voilà, du coup, j'essaie de raisonner comme ça parce que j'ai lu quelques posts évidemment, et du coup, c'est vrai qu'il disait de poser aussi ces questions. Après, tu parlais de Docker Compose. Docker Compose, c'est cool quand tu as une machine, quoi, ça va bien marcher. Là, j'ai un ordinateur, je fais tourner mes 3 containers dessus, ça passe bien. Si tu as plusieurs nœuds, plusieurs machines, là, il faut utiliser un orchestrateur direct, quoi. Merci. On parle pas mal d'une application à un conteneur, mais comment tu fais pour monitorer tes applications à un conteneur? Parce que du coup, tu me dis que c'est très élevé, mais si on a une application de monitoring par conteneur, ça fait très vite pas mal de notifications aussi. Une question sponsorisée par Bliméo. Alors, comment monitorer ton container? Ça ferait des super meet-ups sur comment faire ça. C'est ultra large le monitoring. Elle n'est pas cadeau cette question. Non, mais soit tu mets en place un exporteur, quoi, que de l'extérieur tu vas pouvoir consulter pour récupérer les métriques qui t'intéressent sur ton applicatif, Prometheus, quoi, à peu près. Ouais, non, mais sinon, après tu peux introspecter tes containers, mais c'est pas mon domaine de spécialité. Vous demanderez à Lionel. Non, mais ça se monitore. Enfin, le container, tu vas pas, enfin, tu peux avoir avec Docker inspect. Non, pas nécessairement. Tu as des commandes Docker pour récupérer combien est-ce que ton container consomme de RAM, de CPU et des choses comme ça. Donc là, vraiment, les grandeurs physiques, tu les as via ce moyen-là. Et ensuite, pour tout ce qui est monitoring de ton application, là, de toute façon, que ce soit une VM ou sur ta machine haute ou sur ton container, là, ça sera pareil, ça va être au niveau appliqué. Merci. Et moi, j'ai une dernière. Elle est peut-être bête, mais je vais quand même la poser. En fait, pour les variables d'environnement, comme c'est un peu chiant les variables d'environnement à passer, par exemple, quand c'est une database ou quelque chose comme ça, bon, il y a quelques variables d'environnement, et puis il peut y en avoir d'autres pour certaines raisons. Est-ce qu'on peut passer les variables d'environnement depuis un fichier ou un truc comme ça? Est-ce que c'est possible de faire ça? Ouais. Par exemple, Exactement. Ouais. Il y a exactement ça. Là, dans mon Docker Compose, je pourrais lui passer un fichier .env avec la clé env et je peux lui passer une liste de fichiers qu'il va utiliser. Sinon, tu fais un volume de ton fichier et tu l'interprètes avec ton appli. Ah oui, d'ailleurs, quelque chose qu'on pourrait voir un petit peu. Ouais, non. Non, ça va passer. Quels étaient les Dockerfiles pour créer le Nginx et le serveur Go?
L'idée, c'était de dire, dans mon Nginx, j'ai pas que un Nginx et les fichiers statiques, j'ai aussi toute la configuration qui va avec, et pour lui dire que slash API ici, ça doit aller pointer sur le service backend. Donc, ouais, pas qu'un applicatif, également ça confond. Une précision, parce que tu parles de volume, là, je crois que j'ai pas bien pigé le truc. Si je comprends bien, l'image Docker, c'est quelque chose que tu peux déployer, etc. Mais dès lors que tu as de la variabilité dans la data, là, tu parles plus de Docker, tu mets ça sur un file system et c'est une gestion tout autre, c'est ça? Ouais, c'est bien résumé ou ça peut être, ouais, c'est pas mal. D'accord, donc si on imagine un applicatif, par exemple, que tu dois délivrer en prod, bon, tu as livré la V1, les utilisateurs l'ont utilisé, ont chargé la base de données, ont chargé des tables, et puis tu livres une V2, tu fais évoluer ton modèle de données. Comment ça se passe en fait? La partie évolution, tout ce qui va être les migrations et tout ça, ça reste au point de vue applicatif. Point de vue Docker, tu vas avoir ton volume de données qui, sur une machine, va contenir les fichiers qui représentent ta base de données. Eux, ils vont être là sur ce volume. Si tu veux passer à une nouvelle version de base de données, tu supprimes le container. Le volume, il va persister puisqu'il sera sur le file system de ta machine. Tu mets une nouvelle version de base de données mise à jour, ce que tu veux. Et là, tu peux lui repasser le même volume. Et du coup, il va réutiliser les mêmes données. Elles ne seront pas perdues. D'accord. Et si c'est le modèle de l'applicatif lui-même qui bouge, pas forcément le modèle, c'est pas MySQL version 5, version 6, c'est l'applicatif qui bouge de version. Comment ça se passe? Parce qu'en fait, finalement, le métamodèle, il se trouve où? Il est exactement dans le Docker ou bien dans... Alors, il va être dans... Enfin, le container, il ne connaît pas les trucs autour. Ça va être ton orchestrateur, donc que ça soit quelque chose de complexe comme Kubernetes ou quelque chose de tout simple comme Docker Compose. C'est là-dedans que tu vas dire... ce volume, je lui passe cet applicatif, je lui passe ce volume. C'est dans ce fichier-là que va résider la configuration et qui fait quoi, qui utilise quoi. Donc c'est dans quelque chose d'à côté. C'est la bonne réponse? Enfin, ça répond à la question ou pas? Je suis pas sûr. Non, c'est bon? Ok. On va peut-être continuer les questions éventuellement aux pizzas après. Absolument. Nous allons procéder au tirage au sort de 2 places à gagner. De rien.